Maddalena, l'empoisonneuse de la France qui a tué 12 maîtres pendant le dîner de Noël dans la maison de maître. Avant de commencer, une petite question. D'où écoutez-vous cette histoire? France, Québec, Suisse, Belgique, Afrique francophone? Écrivez-nous en commentaire, nous adorons savoir qui nous écoute de partout dans le monde. La neige tombait en silence sur la campagne française, recouvrant les champs nus d'un drap blanc qui réfléchissait la lueur pâle de la lune. Au sommet d'une colline, la demeure seigneuriale de Valcourt dominait le paysage. Une vaste maison de pierre, toiture d'ardoise, cheminée fumante, fenêtres illuminées qui découpaient des rectangles dorés dans la nuit glaciale. À l'intérieur, la chaleur, le bruit et les odeurs formaient un monde à part. Dans la grande cuisine voûtée, c'était l'effervescence. Des marmites bouillonnaient sur le feu, des oies rôtissaient lentement. Des plateaux de pâté et de pain sortaient du four dans des nuages de vapeur. On criait des ordres, on déplaçait des seaux, on jurait à voix basse quand une sauce tournait ou qu'un plat manquait de sel. Au milieu de ce tumulte, Maddalena se déplaçait avec une précision presque mécanique. Robe de toile sombre, tablier serré, cheveux noirs tirés sous une coiffe simple, elle gardait toujours le même visage calme. Elle parlait peu, n'élevait jamais la voix, obéissait sans discuter. Pour les autres domestiques, elle était la silencieuse de Valcourt, toujours présente, jamais au centre. Pourtant, rien n'échappait à ses yeux. Depuis plus de 10 ans qu'elle servait dans cette maison, elle avait tout vu. Les disputes étouffées entre le vicomte et ses invités, les décisions prises autour d'une bouteille de vin qui ruinait des familles entières, les jeunes paysannes renvoyées pour mauvaise conduite, après avoir attiré le regard d'un maître, les paysans implorant un délai de paiement qu'on leur refusait. Elle connaissait les voix, les rires, les colères de chacun des seigneurs qui s'asseyaient à la grande table de Valcourt. Ses propres souvenirs, elle les gardait serrés au fond d'elle-même. La petite ferme familiale saisie pour dette, son père pendu dans la grange après la visite du huissier envoyé par le comte de Rochemont, son frère emmené pour avoir abattu un cerf dans une forêt réservée, sa mère morte sans médecin parce qu'on avait jugé qu'une paysanne ne valait pas une visite payée. Puis elle-même, arrivée à Valcourt comme domestique, chanceuse d'avoir trouvé du travail, disait-on. Ce soir de Noël, 12 seigneurs de la région étaient attendus avec leurs épouses et leurs héritiers. 12 hommes dont les décisions avaient laissé une marque profonde dans la vie de Maddalena, le vicomte Armand de Valcourt, maître des lieux, qui fermait les yeux sur les abus commis sur ses terres tant que les revenus entraient. Le comte de Rochemont, qui avait racheté pour presque rien les terres de sa famille. Dupré, Labarre, Casteil et les autres, tous assis d'un côté ou de l'autre d'une même balance où leur confort pesait plus lourd que la vie des autres. La France, dehors, grondait déjà. On parlait de mauvaises récoltes, de faim, de cahiers de doléances, de rumeurs venues de Paris, où certains osaient critiquer la noblesse et même le roi. Dans la cuisine de Valcourt, ces murmures arrivaient sous forme de fragments de phrases lâchés par un colporteur, un cocher, un prêtre bavard. Mais dans le grand salon, on riait encore de ces histoires comme d'exagérations de taverne. Maddalena, elle, ne riait pas. Pour elle, la révolte avait commencé bien avant les pamphlets. Elle avait commencé le jour où on avait apposé un sceau rouge sur la porte de la ferme de ses parents. Et depuis, chaque injustice qu'elle voyait dans cette maison venait s'ajouter à une liste invisible qu'elle tenait dans sa tête. Une liste de noms, de dates, de gestes, de phrases. Depuis des mois, elle préparait cette nuit. Dans un coin discret de la cuisine, derrière une rangée de pots d'épices, se trouvait une petite boîte en bois que personne ne touchait. Le vieux cuisinier croyait qu'elle contenait des recettes de famille. En réalité, elle abritait de petits sachets de poudre et quelques fioles de liquide soigneusement enveloppées dans du lin. Belladone, digital, arsenic en faible quantité, extrait de plantes récoltées dans le jardin d'herbe ou près du cimetière. Le vieil apothicaire du village, avant de mourir, lui avait appris à reconnaître ces plantes, à les sécher, à les doser, officiellement pour soulager la douleur ou calmer des fièvres.
Elle en avait fait un autre usage. Ce soir-là, alors que la cloche de la chapelle annonçait la messe de minuit, la dernière oie sortait du four et le premier plateau de gâteau était prêt à monter. Les domestiques couraient, essoufflés. Le cuisinier pestait contre un apprenti maladroit. Personne ne remarqua que Maddalena, penchée sur un coin de table, versait quelques grains d'une poudre presque invisible dans un petit sachet qu'elle glissa ensuite dans la poche intérieure de son tablier. Elle inspira profondément, comme on respire avant de plonger dans une eau glacée. 10 ans à servir ceux qui avaient détruit sa vie. 10 ans à écouter leurs rires, leurs toasts, leurs discours sur l'honneur, la tradition, la bonne ordre du royaume. Ce soir, ils seraient tous réunis dans la même pièce, autour de la même table, face au même plat. Quand un valet cria « On monte !», les premiers plats furent tissés vers l'étage. Maddalena attrapa un plateau de vaisselle, jeta un dernier coup d'œil à la petite boîte refermée et prit l'escalier de service qui menait au grand salon. Au sommet des marches, elle aperçut, à travers l'entrebâillement de la porte, la lumière des chandeliers réfléchis par l'argenterie, les silhouettes des invités en perruques poudrées et robes de soie, les mains levées pour trinquer. Elle sentit son cœur battre plus vite, mais sa main ne trembla pas. Le dîner de Noël pouvait commencer. Le grand salon de Valcourt était une mise en scène de puissance. De hauts miroirs renvoyaient la lueur vacillante des chandeliers de cristal. Les tapisseries représentaient des scènes mythologiques où dieux et héros dominaient des peuples à genoux. Et la grande table, dressée au centre, brillait sous l'argenterie et la porcelaine fine. Les invités étaient déjà installés lorsque les domestiques commencèrent le service. Au bout de la table, à la place d'honneur, trônait le vicomte Armand de Valcourt, maître des lieux, la cinquantaine solide, perruque poudrée, sourire satisfait. À ses côtés, le comte de Rochemont, ventre imposant, moustache grise, rire tonitruant. Plus loin, Dupré, Labarre, Casteil et d'autres noms que Maddalena aurait pu réciter les yeux fermés. 12 seigneurs, 12 histoires de décisions prises très loin des champs, mais qui avaient brisé des vies dans la boue. Les épouses arboraient des robes de soie colorées, les filles des rubans dans les cheveux, certains fils leurs premiers habits de gentilshommes. On parlait de chasse, de dot, de mariages arrangés, de la cour à Versailles, même si peu d'entre eux y avaient semé les pieds récemment. La misère des campagnes, elle, n'était évoquée que comme un problème de gestion. Maddalena entra derrière les autres domestiques, plateau à la main. Elle sentit, comme à chaque fois, la différence de température entre la cuisine et le salon, la chaleur des feux de cheminée mêlée au parfum lourd des invités. Elle se tenait légèrement en retrait, gardant la tête baissée sans jamais perdre un seul mouvement du regard. Le service du potage commença. Les assiettes furent déposées une à une devant les invités. Maddalena, elle, attendait encore. Ce n'était pas dans le potage que résidait la clé de cette nuit. Entre deux services, elle se glissa près d'un petit guéridon où l'on déposait les carafes de vin avant de les porter à table. Là, à l'abri des regards derrière un rideau, elle sortit discrètement de son tablier un minuscule sachet de poudre claire. Ses gestes étaient mesurés, précis. Elle versa la moitié du contenu dans une carafe destinée au comte de Rochemont et à ses voisins immédiats. La poudre se dissout rapidement, sans changer la couleur du vin. Pour Dupré, ce ne serait pas le vin, mais la sauce d'un plat de viande. Pour Labarre, une préparation lente, mélangée à un dessert. Elle avait réparti ainsi les doses pour éviter que tout ne bascule en même temps. Cette nuit n'était pas une explosion. C'était une succession de chutes, chacune avec sa signification. Lorsqu'elle revint dans le salon avec une corbeille de pain, la conversation avait glissé vers la situation du royaume. « On exagère beaucoup à Paris », disait Rochemont en découpant un morceau de gibier. « Des pamphlets, des discours enflammés, mais au final, les gens ont toujours besoin de nous. Ils critiquent, puis ils viennent supplier pour des prêts ou des protections. Les paysans se plaignent, renchérit Dupré, mais ils boivent autant que nous. S'ils géraient mieux, ils n'auraient pas faim. » Quelques rires approbateurs fusèrent. Maddalena passa derrière eux, distribuant le pain avec un visage impassible. Elle aperçut, à l'extrémité de la table, le jeune Julien de Rochemont, 20 ans,
visage encore doux, regard curieux. Contrairement aux autres, il ne parlait pas fort. Il écoutait surtout, et par moments, ses yeux suivaient les domestiques, non pour les surveiller, mais comme s'il cherchait à comprendre comment fonctionnait réellement cette machine bien huilée. Elle sentit son regard sur elle lorsque, pour la première fois, elle posa une carafe devant lui. « Merci », murmura-t-il, à mi-voix. Elle répondit d'un simple hochement de tête. Le repas se déroula en plusieurs services. Entrée, plat de poisson, viande, légumes, fromage. À chaque va-et-vient, Maddalena glissait une goutte, une pincée, un fragment de plante pilée là où elle l'avait décidé des semaines auparavant. Elle ne laissait rien au hasard. Certains verres ne devaient être touchés que par une seule personne. Certaines assiettes, identifiées par une minuscule marque qu'elle seule remarquait, devaient se retrouver précisément devant les bonnes victimes. Au fil de la soirée, l'alcool aidant, les langues se déliaient davantage. On dit que dans certaines régions, les paysans refusent de payer l'impôt, lança l'un des seigneurs, qu'ils cachent leurs grains. Alors il faut les y forcer, répondit un autre. L'exemple, il n'y a que ça qui fonctionne. Une pendaison bien visible et tout le monde rentre dans le rang. Maddalena sentit un frisson lui parcourir l'échine à ce mot. Exemple. C'est ainsi qu'on avait justifié la mort de son frère. Près de la cheminée, debout comme une ombre parmi les dorures, la gouvernante en chef, Madame Renard, observait la scène. Visage sévère, cheveux blancs tirés en chignon, elle connaissait chaque personne dans cette pièce, du seigneur au plus jeune marmiton. Ses yeux se posèrent un instant sur Maddalena. Elle la connaissait depuis son arrivée, brisée il y a plus de 10 ans. Elle savait que, derrière ce silence, se cachait quelque chose de plus tranchant que la résignation. Le moment arriva où l'on servit le vin chaud aux épices, spécialité de Noël. La salle s'emplit d'une odeur sucrée de cannelle, de clous de girofle, d'orange. Les carafes circulaient, les verres se remplissaient. Maddalena avait choisi ce moment pour concentrer certaines de ses doses les plus rapides. Elle observa discrètement le comte de Rochemont, porter la coupe à ses lèvres, rire à une plaisanterie, boire une première gorgée généreuse. Compta-t-elle intérieurement. Plus loin, Dupré trempa les lèvres dans son verre, fit une grimace en plaisantant sur la force de la boisson, puis en reprit une seconde gorgée. 2, et tour à tour, les maîtres buvaient, sans se douter que le liquide rouge qui réchauffait leur gorge serait, pour certains, la dernière douceur de leur vie. Le premier signe fut presque insignifiant. Le baron de Casteil porta discrètement la main à sa poitrine, comme gêné par un point de côté. Il secoua la tête, se redressa, reprit sa conversation. Quelques minutes plus tard, ce fut le tour de Rochemont de s'essuyer le front, surpris par une vague de chaleur soudaine. « Il fait une chaleur infernale ici, plaisanta-t-il. On dirait que même l'enfer nous envie ce repas. Autour de lui, on rit. Seule Maddalena ne riait pas. Elle savait que ce n'était pas la chaleur du feu, mais celle de son sang qui commençait à se dérégler. Au bout de la table, Julien continuait d'observer. Il n'aurait pas su dire exactement pourquoi, mais quelque chose dans la manière dont certains buvaient, dont certains devenaient rouges, alors que d'autres non, lui paraissait étrange. Et surtout, il remarquait que Maddalena, malgré la confusion du service, semblait toujours savoir exactement où poser chaque plat. Quelle carafe servir à quel groupe? Il n'avait encore aucune preuve, aucune certitude. Mais une idée désagréable commençait à germer en lui. Ce soir, quelque chose était en train de se passer qui n'avait rien à voir avec la malchance ou l'excès de vin. Il ne savait pas encore que cette intuition ferait de lui, dans quelques heures, un témoin impossible à faire taire. Le moment charnière arriva au début du dessert. Les domestiques apportèrent des corbeilles de fruits confits, des gâteaux au miel, des tartes aux noix arrosées de vin doux. La salle, saturée d'odeurs sucrées et d'alcool, vibrait d'un brouhaha joyeux. Les visages étaient rouges, les rires plus forts, les gestes moins contrôlés. Le baron de Casteil fut le premier à basculer. Alors qu'il s'apprêtait à porter un toast au vicomte de Valcourt pour l'hospitalité exemplaire de la maison, sa main se figea en l'air.
Ses doigts se crispèrent autour du pied de la coupe. Ses yeux se plissèrent, comme s'il avait du mal à faire la mise au point. La coupe trembla, tinta contre une assiette, puis glissa de ses doigts. Le verre éclata sur le tapis, répandant le vin rouge comme une tache de sang sur la laine claire. « Casteille » lança Valcourt, surpris. « Vous allez bien ?» Le baron ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa tête partit légèrement en arrière, ses yeux se révulsèrent, son corps, lourd, se pencha sur le côté, renversant sa chaise dans un fracas qui fit taire toute la table. Il tomba à terre, secoué de convulsions violentes. Un cri perça l'air. « Mon mari !» Sa femme s'était levée d'un bond, son corsage se froissant sous la panique. Les convives se levèrent à moitié, certains reculant, d'autres se penchant vers lui. Le médecin, assis plus loin, accourut en bousculant une chaise. « Écartez-vous, laissez-lui de l'air !» Madalena, immobile près de la porte avec un plateau, observait. De là où elle se trouvait, elle voyait le visage de Casteille devenir livide, sa bouche se tordre, ses mains agripper le tapis comme s'il tentait de retenir la vie qui lui échappait. Elle avait prévu une fin rapide pour lui. Le poison administré dans le vin attaquait violemment le cœur. En quelques minutes, tout serait terminé. À peine le médecin avait-il posé les doigts sur le cou de Casteille que le comte de Rochemont se mit, lui aussi, à tousser violemment. Il porta la main à sa gorge, puis à sa poitrine. « Bon sang !» marmonna-t-il. « Ce n'est pas possible. » Il se leva à moitié, chancela, saisit le bord de la table pour ne pas tomber. « De l'eau !» haleta-t-il. « De l'eau, vite !» Madalena fit quelques pas, saisit une carafe, remplit un verre et le lui tendit. Il but à grandes gorgées, ce qui ne fit qu'accélérer la diffusion du poison dans son organisme. Son visage prit une teinte rouge, violacée, ses yeux se remplirent de larmes involontaires. « Ce n'est pas normal », balbutia-t-il, avant de s'affaisser sur sa chaise. Un murmure paniqué se répandit. Le père Bérard, prêtre de la paroisse, fit le signe de croix. « Le Seigneur nous éprouve, dit-il d'une voix blanche. Nous devons prier. Prier, oui, mais chercher aussi une explication, rétorqua Valcourt livide. Ce n'est pas un hasard si deux d'entre nous s'effondrent ainsi. Il se tourna vers les domestiques alignés contre le mur. Qui a préparé le vin chaud? Qui a touché aux carafes? Plusieurs têtes se tournèrent vers la cuisine. Madalena sentit le regard de certains collègues glisser brièvement sur elle, non par suspicion, mais parce qu'ils savaient qu'elle était souvent celle qui vérifiait la présentation des plats. Madame Renard, elle, ne la quittait plus des yeux. « Le vin a été goûté en cuisine, monsieur », répondit le vieux cuisinier en s'avançant, la voix tremblante. « Personne n'a été malade là-bas. »« Alors ce n'est pas la nourriture, » conclut quelqu'un, « c'est autre chose. »« L'air ? Un mauvais vent, un miasme venu des caves. » Le médecin agenouillé près de Casteille secoua la tête. « Ce n'est ni l'air, ni un simple excès de vin, dit-il. Les pupilles sont contractées. Le rythme ? Non, quelque chose empoisonne le sang. » Le mot « empoisonne » se répandit comme une traînée de poudre. « Empoisonné » répéta une dame. « Mais par qui ?» Le vicomte de Valcourt se redressa, la main crispée sur le dossier de sa chaise. « Personne ne sort de cette pièce, » ordonna-t-il. « Verrouillez les portes !» Deux valets se précipitèrent pour fermer les lourdes portes à clé. Le claquement du métal résonna comme le bruit d'un verrou de prison. Le salon doré venait de se transformer en piège. Au même moment, le seigneur Dupré se mit à rire tout seul. D'abord un petit rire, comme s'il avait entendu une plaisanterie que les autres avaient manquée. Puis un rire plus fort, plus aigu, complètement décalé. « Vous entendez ?» gloussa-t-il. « Ils viennent pour moi, les serres, les cordes. Regardez, ils dansent. » Il fixait un coin vide de la pièce, les yeux dilatés. Sa main droite tremblait, ses doigts se crispaient et se détendaient sans contrôle. Il semblait voir quelque chose que les autres ne voyaient pas. Madalena savait exactement ce que c'était. La belladonna faisait son œuvre, provoquant hallucination et délire. Julien, assis 2 chaises plus loin, regardait la scène avec horreur. Il sentit son estomac se nouer. Tout en lui disait que ce n'était pas une série de coïncidences. 2 hommes s'écroulant, un troisième délirant, en moins d'1 quart d'heure.
Ce n'était plus une farce de la Providence. Son regard se posa sur Maddalena, qui se tenait à présent avec d'autres domestiques, un peu en retrait. Elle semblait étrangement calme, trop calme. Il ne pouvait pas prouver quoi que ce soit, mais une pensée insistante revenait. Elle sait. Alors que le tumulte atteignait son paroxysme, Madame Renard se faufila jusqu'à Maddalena. « Viens m'aider à chercher des linges, dit-elle à voix haute, pour que tout le monde l'entende. » Elles passèrent derrière un paravent, dans une petite pièce attenante où l'on rangeait le linge de table. Dès que la porte se referma, la voix de la gouvernante changea de ton. « Qu'as-tu fait, Maddalena » murmura-t-elle, les yeux plantés dans les siens. Maddalena soutint son regard, sans répondre. « Je reconnais ton calme, » continua Madame Renard. « Je l'ai déjà vu chez cet apothicaire qui t'a appris à soigner les gens. Le même regard quand il préparait une dose qui pouvait soulager ou arrêter un cœur. Tu crois que je ne me souviens pas de ce temps-là » Un silence lourd s'installa. « Tu as des raisons de les haïr, je le sais mieux que personne, » reprit la vieille femme. « Mais ce qui se passe là-bas, ce n'est pas une simple vengeance, c'est un massacre. » « Un massacre qui a commencé bien avant ce soir, » répondit enfin Maddalena, la voix basse mais ferme. « Ce qu'ils vivent en quelques heures, d'autres l'ont vécu en années. La faim, la peur, la honte, et personne ne les a enfermés pour chercher un coupable. » Madame Renard ferma les yeux un instant, comme frappée par la justesse de ces mots. « Et les innocents ?» demanda-t-elle. « Crois-tu vraiment qu'il n'y en a aucun là-dedans ? Les jeunes, ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de devenir comme leur père, et même si tous étaient coupables, crois-tu que te transformer en bourreau te rendra plus libre ?» Cette question transperça la cuirasse de colère que Maddalena avait patiemment construite. Elle revit Julien, son merci discret, ses regards inquiets. Elle revit certaines épouses qui, malgré leur rang, n'avaient jamais levé la main sur un pauvre, mais avaient fermé les yeux, par peur ou par intérêt. Était-ce suffisant pour les condamner tous à la même nuit d'agonie ? « Il est trop tard, » murmura-t-elle. « Les poisons sont déjà dans leur sang. »« Pas pour tout le monde, » répliqua Madame Renard. « Certains n'ont bu qu'une gorgée, d'autres pas encore. Tu peux encore décider qui meurt et qui vit. Si tu ne fais rien, tu auras sur la conscience non seulement leurs crimes, mais aussi les tiens. » Maddalena sentit ses mains trembler pour la première fois ce soir-là. De l'autre côté de la porte, un nouveau cri retentit. La voix du marquis de la Barre, étranglé de peur. « Quelqu'un nous a empoisonnés !» hurlait-il. « Ce n'est pas un châtiment de Dieu, c'est la main de l'homme. » « Qui ?» Le « qui » résonna dans la petite pièce comme une accusation adressée directement à Maddalena. Elle inspira profondément. « Très bien, » dit-elle enfin. « S'ils veulent un coupable, ils l'auront. Mais, avant que je parle, je veux qu'ils entendent ce qu'ils ont fait. » Madame Renard la fixa, déchirée entre la peur et une étrange admiration. « Alors, sache au moins, ajouta-t-elle, que si tu plonges dans cet abîme, tu n'en sortiras pas indemne. Il n'y a pas de retour après une nuit comme celle-ci. » Maddalena hocha la tête. « Il n'y a jamais eu de retour possible pour moi, » murmura-t-elle. « Pas depuis le jour où ils ont mis un sceau sur notre porte. » Elle ouvrit la porte, retrouva la lumière crue du salon, le tumulte, les gémissements, les prières. Tous les regards se tournèrent vers elle, comme si, instinctivement, ils sentaient que quelque chose allait se décider à cet instant. Le vin avait tourné au poison, il restait maintenant à savoir si la parole se transformerait, elle aussi, en arme. Maddalena traversa le salon, en direction du centre de la pièce. Chaque pas résonnait dans le silence soudain qui s'était abattu. Les convives, encore debout ou à moitié effondrés, la regardaient. Certains la reconnaissaient à peine. Elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres, une domestique sans visage. D'autres, comme Julien, savaient qu'elle allait parler et que cette parole allait tout changer. Le vicomte de Valcourt, livide, posa la main sur la table pour se stabiliser. « Qui es-tu pour t'avancer ainsi ?» gronda-t-il. « Retourne à ta place. »« Non, monsieur, » répondit-elle d'une voix claire, « pas cette fois. » Un murmure parcourut l'assemblée. Une domestique qui disait non à un seigneur dans son propre salon devant des dizaines de témoins, c'était inconcevable. Le médecin,
agenouillé près du corps de Casteil, leva les yeux vers elle. « Sais-tu quelque chose sur ce qui se passe ici » demanda-t-il, la voix tendue. Maddalena hocha lentement la tête. « Oui, dit-elle, je sais tout, parce que c'est moi qui l'ai fait. » Le silence qui suivit fut si profond que l'on entendait les bûches craquer dans la cheminée. « Qu'est-ce que tu racontes, fille ?» cracha le seigneur Dupré entre deux spasmes. « Tu es folle. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. »« Je sais exactement de quoi je parle, monsieur Dupré, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je sais ce que j'ai versé dans votre assiette, dans votre vin. Je sais combien de temps il vous reste. Et je sais pourquoi. » Des cris éclatèrent dans la salle. « Elle avoue un crime devant nous tous. Arrêtez-la, qu'on la pende immédiatement. » Le vicomte leva la main pour réclamer le silence. « Attends, » dit-il, le visage déformé par la fureur. « Tu dis que tu nous as empoisonnés? Toi, une domestique. Pourquoi? Pour quelle raison absurde aurais-tu fait une telle chose ?» Maddalena inspira profondément. « Parce que chacun de vous, messieurs les seigneurs, a détruit une partie de ma vie, et que vous l'avez oublié le lendemain. » « Moi, je n'ai jamais oublié. » Elle se tourna vers le comte de Rochemont, affalé sur sa chaise, le visage blême, la respiration saccadée. « Vous, monsieur le comte, dit-elle, vous avez racheté les terres de ma famille pour presque rien, après avoir fait pression sur le notaire pour que les dettes soient multipliées par 3. Vous avez appelé cela une bonne affaire. Mon père l'a appelé autrement. Le jour où il a reçu l'ordre d'expulsion, il s'est pendu dans notre grange. Vous vous en souvenez? Non. Pour vous, c'était un mardi ordinaire. » Le comte voulut répondre, mais seul un râle sortit de sa gorge. Maddalena continua, implacable. « Monsieur Dupré, » poursuivit-elle en se tournant vers lui, « vous avez fait pendre mon frère pour avoir abattu un cerf, un garçon de 17 ans, affamé, qui a osé toucher à votre réserve de chasse. Vous avez dit qu'il fallait donner l'exemple. L'exemple a été donné, devant tout le village. Et personne n'a osé pleurer trop fort, de peur d'être le prochain. » Dupré, secoué par des tremblements incontrôlables, fixait un point vide devant lui. « Marquis de la Barre, continua-t-elle, vous avez refusé de payer le médecin venu soigner ma mère. Vous avez dit au docteur qu'il perdrait sa clientèle noble s'il se compromettait avec ce genre de gens. Elle est morte en 2 jours, dans la fièvre et la douleur. Vous avez organisé une fête le lendemain pour célébrer l'anniversaire de votre fils. » Le marquis, encore debout mais chancelant, secoua la tête. « Ce n'était qu'une décision de gestion. »« Une décision de gestion, » répéta Maddalena avec un rire amer. « C'est ainsi que vous appelez un meurtre, une décision de gestion ?» Elle fit face à l'assemblée entière. « Et vous tous, messieurs, vous avez fait pareil. Chacun à votre manière. Vous avez saisi, pendu, chassé, affamé. Vous avez décidé qui méritait de vivre et qui méritait de crever. Vous avez appelé cela l'ordre, la tradition, le droit seigneurial. Eh bien, ce soir, j'ai appliqué le même droit. J'ai décidé qui allait vivre et qui allait mourir, et j'ai appliqué ma sentence. » Un silence glacial s'abattit. Le père Bérard, le prêtre, se signa plusieurs fois. « Mon enfant, murmura-t-il, tu viens de commettre un péché mortel, pas plus mortel que ceux qu'ils commettent chaque jour, répondit-elle. La différence, c'est que moi, je l'assume. Eux se cachent derrière des lois écrites par d'autres seigneurs. » Le vicomte de Valcourt, tremblant de rage, saisit le bras d'un valet. « Attache-la, immédiatement, qu'on la jette au cachot en attendant l'aube. Elle sera jugée et exécutée avant midi. » Mais avant que le valet ne puisse bouger, Julien de Rochemont se leva. « Attendez, » dit-il d'une voix ferme, malgré son trouble. « Vous ne pouvez pas faire comme si ce qu'elle venait de dire n'avait aucune importance. Comment oses-tu, garçon » rugit son père depuis sa chaise, la voix étranglée. « Cette femme vient d'avouer nous avoir empoisonnés, et tu la défends ?»« Je ne la défends pas, » répondit Julien. « Mais je refuse de fermer les yeux sur ce qu'elle a dit, parce que je sais que c'est vrai. J'ai entendu parler de ces histoires, j'ai vu les papiers, j'ai entendu les plaisanteries après les repas. Une bonne saisie, un exemple bien donné. Je ne savais pas qui en payait le prix. Maintenant je sais. » Le vicomte le fusilla du regard.
Tu es un traître à ta classe, Julien. Non, répondit le jeune homme. Je suis juste quelqu'un qui refuse de devenir comme vous. Madame Renard s'avança à son tour. Si cette femme doit être jugée, dit-elle d'une voix grave, alors jugeons aussi ceux qui l'ont poussée à agir. Je suis dans cette maison depuis 40 ans. J'ai tout vu, tout entendu. Et tout ce qu'elle vient de dire est vrai, je peux en témoigner. Le choc fut immense. Une gouvernante, pilier de la maison, prenait publiquement le parti d'une domestique accusée de meurtre. « Vous êtes tous devenus fous », siffla Valcourt. « Non », répondit Madame Renard. « Nous étions fous de croire que ce système pouvait durer indéfiniment sans exploser un jour. Ce soir, il a explosé. Ici, dans votre salon doré, devant vos chandeliers et votre argenterie. À cet instant, un nouveau corps s'effondra. Le seigneur de la barre s'écroula sur le côté, le visage tordu de douleur. Le médecin se précipita, tâta son pouls, puis secoua lentement la tête. « Il est mort », annonça-t-il. Un gémissement monta de l'assistance. 3 morts, désormais. Et d'autres agonisaient. Madalena sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas du regret, pas encore, mais une forme de vertige. Elle avait imaginé cette nuit 1000 fois. Mais face à la réalité des corps, des larmes, des regards, elle réalisait qu'il n'y avait pas de retour possible, qu'elle ne serait jamais plus la même, qu'elle venait de franchir une ligne que personne ne pouvait recroiser. Julien s'approcha d'elle prudemment. « Combien ?» demanda-t-il à voix basse. « Combien vont mourir ?» Elle le regarda, surprise par la douceur de sa voix malgré tout. « 7, répondit-elle. « Peut-être 8, si le corps résiste mal. Les autres survivront. Mais ils porteront des séquelles. Pourquoi? Pourquoi certains et pas d'autres? Parce que j'ai jugé, dit-elle simplement. J'ai pesé leurs fautes. Ceux qui ont tué directement, ceux qui ont juste fermé les yeux, ceux qui n'ont rien fait mais qui profitaient. J'ai distribué la mort et la vie comme eux l'ont fait avec nous. Et moi? Demanda-t-il. Pourquoi suis-je encore vivant? Parce que tu disais merci, répondit-elle. Parce que tu regardais les domestiques dans les yeux. Parce que tu n'avais pas encore eu le temps de devenir comme eux. Il baissa les yeux, la gorge serrée. Alors tu m'as épargné pour me forcer à vivre avec ça. Oui, dit-elle, parce que te tuer aurait été trop simple. Te laisser vivre avec la mémoire de cette nuit, c'est une autre forme de justice. Le vicomte de Valcourt tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Assez parlé, gronda-t-il. Qu'on l'arrête, qu'on... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un spasme violent le saisit. Lui aussi, il s'effondra contre la table, renversant une coupe. Madalena le regarda tomber sans rien dire. Le salon, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'une scène macabre où les rôles s'étaient inversés. Les maîtres gisaient au sol. Les domestiques, debout, observaient. Et au centre, une femme qui avait décidé, pour une nuit, de devenir juge, bourreau et victime à la fois. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse, indifférente. L'aube se leva lentement sur la campagne française. Le ciel passa du noir au gris, puis à un bleu pâle, strié de nuages légers. La neige, tombée toute la nuit, recouvrait les champs, les toits, les chemins. De loin, la demeure de Valcourt ressemblait à une gravure de conte de fées, paisible et majestueuse, mais à l'intérieur, l'enfer de la nuit précédente laissait ses traces. Dans le grand salon, on avait jeté des draps blancs, sur les corps alignés contre le mur. 7 en tout. Le comte de Rochemont, le baron de Casteil, le seigneur Dupré, le marquis de la Barre, et 3 autres dont les noms seraient bientôt oubliés par l'histoire, mais pas par ceux qui les avaient servis. Certains étaient morts rapidement, d'autres après des heures d'agonie. Les survivants, 5 seigneurs, quelques épouses, plusieurs jeunes héritiers, étaient assis ou allongés dans les pièces voisines sous la surveillance du médecin et du prêtre. Madalena, elle, n'avait pas été attachée. Pas encore. Le vicomte de Valcourt, bien qu'affaibli, avait survécu. La dose qu'elle lui avait administrée était mesurée pour le faire souffrir, mais pas pour le tuer.
Il était maintenant assis dans un fauteuil près de la cheminée, le visage creusé, les mains tremblantes. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque en fixant Maddalena. « Pourquoi m'as-tu laissé vivre ?»« Parce que vous n'avez jamais tué personne de vos propres mains, » répondit-elle. « Vous avez laissé faire, vous avez fermé les yeux, mais vous n'avez pas ordonné les exécutions. Pour moi, cela suffisait. À vous laisser le poids de cette nuit. » Il ferma les yeux, accablé. Le débat qui suivit dura des heures. Que faire de Maddalena? La livrer immédiatement à la maréchaussée, c'était ouvrir une enquête publique. Les familles concernées devraient expliquer pourquoi une simple domestique avait jugé bon d'empoisonner 12 seigneurs. Les accusations qu'elle avait lancées la veille, saisies abusives, exécutions arbitraires, refus de soins, remonteraient à la surface. Dans une France où le peuple grondait déjà, où les pamphlets circulaient sous le manteau, où certains osaient parler de droits de l'homme, ce genre de scandale pouvait devenir explosif. « Si nous la livrons, » dit l'un des seigneurs survivants, « elle parlera, et ce qu'elle dira sera repris, peut-être même par des avocats, des journalistes, des philosophes. Vous voulez que votre nom soit associé à ça? Alors tuons-la ici, » proposa un autre. Discrètement. On dira qu'elle s'est pendue de honte. Julien se leva brusquement. « Non, » dit-il fermement, « si vous faites ça, vous ne valez pas mieux qu'elle. Pire même, parce qu'elle au moins a assumé. Vous voulez juste effacer. Et que proposes-tu, garçon » gronda Valcourt. « Qu'on la laisse partir avec une tape sur l'épaule ?»« Non, » répondit Julien. « Je propose qu'on la laisse partir, point. Pas par bonté, par peur. Parce que si elle parle, c'est toute notre classe qui sera jugée. Et parce que, si elle se tait, elle nous laissera avec la seule chose que nous redoutons vraiment, la culpabilité. » Un silence lourd s'installa. Madame Renard intervint à nouveau. « Le garçon a raison, dit-elle. Gardez-la ici et elle deviendra un symbole. Tuez-la et elle deviendra un martyr. Laissez-la partir et elle ne sera qu'une ombre qui hantera vos mémoires. Vous avez le choix. » Après un long débat houleux, la décision fut prise. Maddalena partirait avant l'aube suivante. On dirait qu'elle avait fui dans la confusion. Aucune plainte officielle ne serait déposée. Les morts seraient attribués à une intoxication alimentaire tragique, un accident malheureux. Les familles endeuillées accepteraient cette version pour éviter le scandale. Le soir de ce jour terrible, Julien retrouva Maddalena dans la petite pièce où on l'avait laissée sous surveillance légère. Il tenait un sac de cuir. « Il y a de l'argent, dit-il. Pas beaucoup, mais assez pour quelques semaines. Des vêtements de rechange. Et une lettre signée de ma main disant que tu as quitté la maison pour chercher un médecin pendant la nuit. Si on te pose des questions, montre-la. » Maddalena prit le sac lentement. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. « Parce que tout ce que tu as dit hier soir était vrai, » répondit-il. « Parce que je ne veux pas devenir comme eux. Et parce que je ne sais pas encore si ce que tu as fait était juste ou monstrueux, mais je sais que je ne veux pas que ta mort serve à laver leur conscience. » Elle hocha la tête sans sourire. « Où iras-tu » demanda-t-il. « Loin, » répondit-elle. « Quelque part où personne ne me connaît. Peut-être que je changerai de nom, peut-être que je recommencerai, ou peut-être que je mourrai en route. Je ne sais pas. Et si tu survis, que feras-tu » Elle réfléchit un instant. « J'essaierai de ne plus tuer, dit-elle. Mais je ne promets rien, parce que tant que des hommes comme eux existeront, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui décidera de devenir ce que je suis devenu. » Julien sentit un frisson le parcourir. « Alors tu ne regrettes rien ?»« Je regrette les innocents, » répondit-elle, « ceux que j'aurais pu épargner davantage. Mais les autres, non, pas encore. Peut-être que le regret viendra plus tard, ou peut-être pas. » Elle serra le sac contre elle. « Adieu, Julien. Essaie de devenir quelqu'un de bien, pas pour eux, pour toi. Adieu, Maddalena. » Elle sortit par la porte de service, descendit les marches enneigées et disparut dans la nuit froide. Les années suivantes, des rumeurs circulèrent. Certains disaient avoir vu une femme solitaire, habile avec les plantes, qui soignait les malades dans des villages reculés. D'autres parlaient d'une empoisonneuse qui aurait frappé dans une autre région, toujours ciblant des seigneurs abusifs.
On ne sut jamais si c'était la même personne. Maddalena était devenue une légende floue, à mi-chemin entre la justice populaire et le crime. À Valcourt, la maison ne se remit jamais vraiment. Julien, héritier malgré lui, après la mort de son père quelques mois plus tard, entreprit de transformer la gestion du domaine. Il réduisit les saisies, négocia avec les paysans, paya les dettes qu'il pouvait. Certains le prirent pour un fou, d'autres pour un traître. Lui savait simplement qu'il ne voulait plus jamais revivre une nuit comme celle-là. Madame Renard resta à son poste jusqu'à sa mort, 10 ans plus tard. On dit qu'elle écrivit en secret un témoignage complet de cette nuit de Noël. Mais le manuscrit ne fut jamais publié, peut-être fut-il brûlé, peut-être dort-il encore quelque part dans une vieille malle. Le père Bérard, marqué à jamais, commença à prêcher des sermons étranges sur la justice des pauvres et la responsabilité des puissants. Il fut muté dans une paroisse éloignée peu après. Quant aux familles des 7 seigneurs morts, elles se replièrent, certaines ruinées, d'autres simplement effacées par l'histoire. Leurs noms, autrefois craints, devinrent des murmures, puis des silences. Et lorsque, quelques années plus tard, la Révolution éclata pour de bon, lorsque les têtes nobles tombèrent par centaines sous la lame de la guillotine, certains se souvinrent de cette nuit de Noël à Valcourt. Ils se demandèrent si quelque part Maddalena avait vu venir ce qui allait arriver, si elle avait été à sa manière la première d'une longue série. On ne sut jamais. Ce qui resta, ce fut une question qui hanta ceux qui avaient survécu dans une société construite sur l'injustice, la violence et l'impunité qui est vraiment le monstre. La domestique qui empoisonne 12 seigneurs en une nuit, ou les 12 seigneurs qui, pendant des décennies, ont tué lentement des centaines de vies au nom de l'ordre et de la tradition. L'histoire ne répondit pas. Elle se contenta de refermer le livre et de laisser, dans l'air froid de l'hiver français, le souvenir d'une nuit où le vin avait le goût du sang et où la justice, pour une fois, avait changé de camp. Fin.